Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour un nouveau pitch Will.am. Merci, professeur. Donc, Thomas Bourgeron, vous êtes professeur à l'Université de Paris-Cité et responsable de l'unité de génétique humaine et fonctions cognitives à l'Institut Pasteur. Vous êtes également membre de l'Organisation européenne de biologie moléculaire, de l'Académie des sciences, de l'Academia Europea et du Comité national d'éthique de France. Vous avez publié en début d'année un livre qui s'appelle « Des gènes, des synapses, des autismes » aux éditions Odile Jacob. En effet, ce soir, c'est ce sujet, l'autisme, qui nous intéresse. Il faut savoir que les troubles du spectre autistique concernent 700 000 personnes en France. Professeur, vous êtes connu pour avoir découvert au début des années 2000 les gènes associés au syndrome d'Asperger et d'avoir mis en évidence le rôle majeur des synapses qui permettent la communication entre les neurones. Donc ce soir, l'idée c'est où en est-on aujourd'hui, comment identifier, comprendre les autismes et intervenir auprès des personnes concernées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, vous avez tout dit quasiment, donc j'ai juste à donner quelques détails en plus. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens à remercier le département de l'Institut Pasteur qui a fait cette synapse entre la Will.am et l'Institut Pasteur, et c'est super sympa. Et donc, merci à vous. Donc, ça va être un petit voyage vers d'essayer de comprendre un peu l'autisme et toute sa complexité. Donc ça, c'est une phrase de Claude Bernard que j'aime bien. Il disait, c'est ce qu'on pense déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Et en fait, dans l'autisme, en France, c'est encore plus vrai que n'importe quel pays, je pense. C'est qu'on savait déjà, donc il n'y avait pas besoin de chercher. Je dis toujours que les 2 premiers plans autisme en France, il n'y avait pas de recherche, donc on savait déjà. Et c'était étrange de vouloir chercher sur l'autisme. Et donc, je pense que c'est dommage parce qu'en fait, on ne sait toujours pas grand-chose. Et quand on pense savoir, il faut toujours avoir cette petite phrase de Claude Bernard dans la tête, je trouve. Et puis, un deuxième héros, Louis Pasteur, qui disait « Il n'y a pas de recherche appliquée, mais des applications de la recherche ». Et en fait, donc moi j'étais étudiant, je voulais travailler sur les plantes, j'ai épluché des pommes de terre pendant tout mon DEA, donc j'étais pas du tout prédisposé à travailler sur l'autisme. Et par contre, je suis un chercheur fondamental, on appelle ça. Mais je suis arrivé à Pasteur, j'ai rencontré des gens et on a commencé à faire ce travail sur l'autisme. Et en fait, c'est une place incroyable, l'Institut Pasteur, parce qu'on peut faire vraiment de la recherche très fondamentale et en même temps essayer de mieux comprendre comment cette recherche fondamentale va aider peut-être à avoir des meilleures qualités de vie pour les personnes. Donc, mon domaine de recherche, c'est surtout le cerveau social, en fait. Donc, je dis toujours que quand on parle du cerveau, on connaît vraiment pas grand-chose. On connaît un peu le cerveau de la souris, et encore pas beaucoup. Mais alors le cerveau humain, encore moins. Et 2 cerveaux qui parlent, alors là, c'est vraiment... je vous dis, même, on se demande s'il faut chercher, parce qu'en fait, là, on parle. Il n'y a pas de biologie derrière. Y a pas... Et donc... et pourtant, c'est vraiment important, parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés avec les interactions sociales, avec la communication, et qu'il faut mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi ils sont en difficulté. Donc, j'ai beaucoup de chance. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance à plein d'égards. La première, je dis toujours que l'Institut Pasteur est juste à côté d'ici, là, mais en fait, la porte de mon labo, elle n'est pas ici, elle est à l'hôpital, avec des gens fabuleux ici, qui sont les cliniciens, qui voient qui rencontrent les familles. Donc c'est l'équipe de Richard Delorme avec donc plein d'expertises, des généticiens, des psychiatres, des psychologues, des gens qui font de l'imagerie,
cérébrale. Et on a ces données qui viennent de cette équipe clinique extraordinaire et qui vont après chez des gens aussi extraordinaires avec qui je travaille, donc des généticiens, des gens qui font de l'imagerie, des gens qui font des petites souris, vous allez voir. Et on essaye de comprendre ce qui se passe, puis après on revient vers eux, et puis voilà, on essaye de faire ce cercle vertueux. Donc on travaille beaucoup avec l'hôpital Robert Debré en France, mais on travaille beaucoup aussi avec on a 3 projets européens. On a un projet M2 Trials, Candy, et là je coordonne depuis quelques mois un nouveau projet qui s'appelle R2D2, R2D2 Mental Health, dont je parlerai un tout petit peu, peut-être si vous voulez, après aux questions. Et en gros, R2D2, c'est un projet qui est important parce que, en fait, pour la première fois, on commence à travailler avec les personnes autistes. Donc c'était quand même les personnes sur lesquelles on travaillait, et on travaillait sans elles, ce qui était quand même, à mon avis, une erreur grossière. Et donc on a maintenant dans nos études ce qu'on appelle une recherche participative avec des personnes autistes qui bossent avec nous, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autisme ? Et je dirais plutôt l'autisme plus, avec un S et un plus. Donc le diagnostic, c'est assez simple, c'est des problèmes d'interaction sociale et puis des stéréotypies. Donc ça peut être des stéréotypies de gestes avec des flappings comme ça, ou aussi des écholalies, c'est-à-dire que les personnes vont répéter toujours la même chose, et puis des intérêts restreints et répétitifs. Donc ça, c'est les 2 critères diagnostiques. Le langage n'est plus vraiment dans le critère diagnostique, parce qu'il y a des personnes autistes qui ne sont pas du tout verbales, et puis d'autres qui parlent très bien. Il y a plus de garçons que de filles. On reviendra sur ça. On ne sait toujours pas pourquoi, en gros. Ce qu'on sait, c'est qu'on est super mauvais pour diagnostiquer l'autisme chez les filles, et que c'est probablement un problème pour les filles qui, dans certains cas, camouflent l'autisme et en fait ont des qualités de vie encore moins bonnes que si elles savaient, si elles étaient acceptées en tant que femmes autistes. Donc c'est autism, c'est très 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 variable d'une personne à l'autre, et puis plus parce que il peut y avoir d'autres. C'est rare que l'autisme arrive isolé. C'est souvent avec déficience intellectuelle, avec déficience intellectuelle 30%, donc c'est beaucoup plus que dans la population générale. Des problèmes sensorimoteurs, ça a été complètement oublié très longtemps, et les autistes nous ont dit quand même qu'il y a des problèmes sensorimoteurs qui sont peut-être plus importants que les critères diagnostiques de l'autisme. L'épilepsie, qui est un énorme problème pour 25% des personnes autistes. Et donc tout ça, ça fait que les autistes ont en moyenne 20 ans de moins d'espérance de vie. Donc c'est quand même pour plein de raisons, et en particulier l'épilepsie et le suicide. Donc on est quand même dans une situation urgente de voir comment on peut faire que ces personnes soient mieux intégrées dans la population, et c'est à peu près 1 à 2 personnes, 1 à 2% de la population. Donc cette prévalence, pourquoi on en est à 1-2% de la population ? Donc il y a quelques années, on disait que c'était une personne sur 5000. Donc on a parlé d'épidémie d'autisme. En fait, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. En fait, les critères diagnostiques ont changé beaucoup, vous allez voir. En gros, les traits autistiques, il y a eu plusieurs études qui ont été montrées que les traits autistiques dans la population ne changent pas beaucoup. Par contre, effectivement, on a de plus en plus de personnes qui sont diagnostiquées autistes. Donc j'ai eu la chance, il y a quelques années maintenant, de rencontrer Stephen Shore. C'était à New York, il y avait une conférence, et il nous a dit, donc c'est une personne autiste qui a écrit le livre L'autisme pour les nuls, qui a été traduit en français par Joseph Chovanec. Et Stephen Shore nous a dit, l'autisme c'est assez simple, ça a augmenté autant que les paquets FedEx, et que donc voilà, c'est les paquets FedEx. Donc évidemment c'était une blague, et il disait qu'il n'y avait probablement pas de corrélation entre le nombre de paquets FedEx et le nombre d'autistes. Mais en gros, tout ce qui a augmenté ces dernières années a à un moment été associé à l'autisme. Et donc il nous a posé une question, il nous a dit, mais est-ce que vous voyez ce qu'il y a entre le E et le X dans FedEx ? Alors je vous avoue, je ne sais pas si c'était le jet lag, mais j'ai rien vu, quoi. Voilà, et donc il y a une flèche.
Donc maintenant, c'est un des premiers trucs que vous allez apprendre ce soir. Chaque fois que vous verrez un paquet FedEx, maintenant vous vous rappellerez de moi et vous verrez la flèche. Et donc en fait, Stephen Shore dit la flèche de FedEx, c'est un peu comme l'autisme, c'est un peu comme la flèche de FedEx. C'est-à-dire qu'elle était là, mais on la voyait pas. Et effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément changé les critères diagnostiques. Donc on a beaucoup plus de personnes sans déficience intellectuelle maintenant, type Asperger qu'avant. Et puis, on est beaucoup plus au courant de ce que c'est que l'autisme, on le diagnostique beaucoup plus. Et donc, un très bon ami, Santosh, qui a fait vraiment des travaux extraordinaires, mais il a fait ce travail qui est vraiment important. Il a montré que il a regardé donc la prévalence d'autisme et aussi la prévalence de la déficience intellectuelle. Et donc, en fait, il a montré que dans n'importe quelle tranche d'âge, on voit qu'on a de plus en plus de personnes autistes. Bon, ok. Mais en fait, on a de moins en moins de personnes avec déficience intellectuelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, et en particulier aux États-Unis, les personnes avec déficience, on disait cette personne a une déficience intellectuelle, et puis on s'arrêtait là. Et maintenant, on regarde les intérêts restreints, on regarde les aspects sensoriels, les aspects d'interaction sociale. Et en fait, cette personne va être diagnostiquée autiste avec déficience intellectuelle. Ça va ? Et c'est un peu augmenté en plus, parce que dans certains États aux États-Unis, quand on a un enfant autiste, on a plus d'accès aux aides que quand on a un enfant avec déficience intellectuelle. Donc, je peux vous dire, pour faire gonfler les médecins ont tendance à dire aux familles, bah voilà, votre enfant est autiste, et donc ça va aider à avoir des aides. Ok, donc ça c'est la situation. Donc mon laboratoire, c'est d'essayer d'identifier, de comprendre et d'intervenir, comme a dit la présentatrice très très bien. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont fluent en anglais, mais après je sais pas si le son va passer, mais en tout cas je vais essayer. C'est Lorna Wing, donc c'est une de mes héros, parce que j'ai montré 2 héros masculins, mais là c'est une de mes héroïnes. Lorna Wing, elle était psychologue. Et elle a eu une petite fille autiste. Et donc elle explique un peu ce qui s'est passé. Avec le son. Our daughter, Susie. We soon began to realize that her development wasn't going according to plan, and we were continually worried. But we didn't get a proper diagnosis until she was 3 years old, because very little was known about autism in those days. And when we did get the diagnosis, we were very concerned, because the theories then were that parents were responsible. It was the way they brought the child up, and they'd been cold and distant, but we knew how much we'd loved her and how much she meant to us. Ok, donc Lorna Wing, je vous donnerai la présentation après. Lorna Wing dit qu'en fait elle a découvert que sa fille était autiste, et puis qu'en fait on connaissait très très peu de l'autisme à l'époque, et en fait la théorie à l'époque c'était que c'était elle qui était la cause, ou en tout cas les papas sont rarement en cause, mais qui était distante, froide, et qui a fait que sa fille était autiste, et donc ça a été dur. Alors, donc ça, même si on est en France, c'est quand même ça, c'est pas une cause d'autisme. Faut le rappeler, malheureusement. Ça reste, et puis ça revient là. Je sais pas pourquoi. Bon. Mais en tout cas, il y a eu une culpabilisation des mamans qui est assez impressionnant. Les vaccins, je vais pas en parler trop, mais de nouveau, c'est un papier qui est sorti dans les années 90 et qui a été, mais combien de fois répliqué, pour montrer que c'était complètement faux et que c'était voilà, mais ça reste encore voilà. Donc en tout cas moi je travaille sur la génétique. Et pourquoi je travaille sur la génétique? Parce qu'en fait on a une héritabilité de l'autisme. C'est assez compliqué comme notion, l'héritabilité, mais en gros on a une très grande contribution de l'autisme. Pourquoi? Parce qu'on voit que les jumeaux monozygotes, c'est les vrais jumeaux, se ressemblent beaucoup plus que les faux jumeaux. On voit qu'il y a une récurrence dans les familles. Donc dans les familles où il y a déjà un enfant autiste, il y a à peu près 20 à 30% de récurrence d'autisme.
Et donc tous les travaux montrent depuis des années et des années qu'il y a une forte contribution d'autisme. Mais tous ces travaux, on ne savait pas quels étaient les gènes qui étaient impliqués. Donc voilà, si vous voulez regarder votre génome, donc si vous étiez dans les années 80, c'était en noir et blanc, vous regardiez les chromosomes, après en couleur un peu avec des sondes. Après, on a eu des puces à ADN qui pouvaient voir des petits trous, des petites duplications dans le génome. Et puis maintenant, on a ces séquenceurs qui permettent de séquencer soit la partie codante des gènes, soit tout le génome. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est ma vie, de regarder ça tous les jours. Ou maintenant, je regarde l'étudiant qui regarde ça, mais je continue à regarder quand même le génome. Et entre vous et moi, la différence, c'est ça. Donc on a 3 milliards de lettres, ces fameuses ATGC, là, les lettres du génome. Et donc dans 999 lettres, on est pareil. Et puis dans une lettre, on va être un peu différent. Donc par exemple, vous allez avoir un T de votre papa, et puis moi je vais avoir un C de ma mère, ou, je sais pas, ou un G de votre père. Et, un A. Donc des fois, ça fait rien. Le fait que ces variations vertes, ça fait rien. Des fois, ça va faire que vous êtes brune ou blonde, ce qui n'est pas non plus une catastrophe, mais ça a un petit effet. Et puis, des fois, ça va faire que vous êtes malade ou pas. Et donc ces variations, on appelle ça des SNP, des polymorphismes de simples nucléotides. Et donc, vous voyez, quasiment, on est tous pareils, sauf pour ces variations. Donc, sur les 3 milliards de lettres que vous avez, on a 3 millions de variations, ce qui n'est pas rien, quand même. Mais voilà, donc on a des petites différences. Et je dis toujours que le problème, c'est que quand tu séquences l'ADN, tu n'as pas la couleur. Donc quand on séquence l'ADN, on ne sait pas si la variation va être un petit effet, un effet médium ou un effet plus large. Et puis des fois, on trouve des morceaux d'ADN qui sont perdus. Donc là, c'est un enfant qui a perdu 1, 2, 3, 4, 5 millions de lettres. Et c'est tous ces gènes ici, qui sont compris dans cet intervalle, qui sont perdus chez cet enfant. Donc, et puis des fois, on a une duplication. Vous connaissez bien la trisomie 21, qui est un autre chromosome. Bah là, c'est une petite duplication d'un morceau du chromosome, là, ici, chromosome 11, qui était là. Et donc, est-ce que cette duplication ou cette délétion vont être impliquées dans l'autisme ? C'est tout le travail de mon laboratoire. Donc, maintenant que vous êtes des généticiens ou des généticiennes extraordinaires, maintenant, on va passer au cerveau. Et donc dans le cerveau, donc vous savez que vous avez des neurones. Peut-être le truc qui est moins connu, c'est qu'à la naissance et maintenant, vous avez à peu près le même nombre de neurones, mais ils se sont connectés de façon incroyable et ils continuent à se connecter à n'importe quel âge. Mais enfin, entre 0 et 3 ans, c'est vraiment un feu d'artifice de contact. Et ces fameux contacts entre les neurones, ce sont des synapses, ces points de contact. Et donc voilà une version simplifiée de la synapse que vous pouvez noter tous. Et vraiment, c'est vraiment simplifié. Et pourtant, c'est déjà compliqué. Donc avec les neurotransmetteurs qui vont se déverser, et puis on a les récepteurs. Voilà. Donc on va revenir sur cette diapo après. Et donc pourquoi je suis ici ? C'était donc 20 ans, exactement 20 ans, en mars. Bah, c'est quasiment peut-être même le jour où c'est sorti. On travaillait sur le chromosome X, parce qu'il y avait plus de garçons que de filles, donc on s'est dit peut-être sur le chromosome X, il y a quelque chose. Et il y avait un petit morceau qui manquait chez des autistes. Et donc on a regardé, dans ce morceau d'ADN, il y avait un gène qui s'appelait neurogène 4X, et qui était une de ces protéines qui code, donc vous savez que les gènes codent pour des protéines. Et là, ça codait pour une protéine de la synapse. Donc on regarde, on fait ça, et on voit dans une famille suédoise un garçon autiste et son frère Asperger. Donc le frère Asperger, c'est pas dans le journal, mais il voulait être infirmier, après il voulait être chauffeur de taxi, il connaît toutes les rues de Göteborg par cœur, il peut les dessiner. Donc, et ces deux garçons avaient, au lieu, voilà, normalement vous avez T, 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 vous voyez ici c'est T, 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 T. Donc un T supplémentaire dans la séquence sur les 3 milliards. Et ce T va créer ce qu'on appelle un stop et va empêcher la synthèse de la protéine. Donc on n'avait qu'une famille. On avait à l'époque séquencé, c'était il y a 20 ans, 100 familles. On n'avait trouvé que cette famille-là.
Et on a trouvé, donc il y avait un autre gène d'origine 3 qui était aussi sans chromosomique. C'est dans une famille assez similaire, avec un garçon autiste, son frère Asperger, avec suédoise aussi. Et on avait trouvé cette mutation qui a le très joli nom de arginine 451C, R451C. Et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais cette variation probablement modifiait la fonction de la protéine. Alors, quelle était la fonction de la protéine ? C'était de faire des synapses. Donc, c'était assez étonnant. Et en fait, quelques mois après la publication, un groupe en Allemagne donc ça, c'était la neurologine 3 qui est normale, enfin, qui est, en tout cas, qui n'a pas de la mutation. Et vous voyez, ça fait des synapses avec tous les petits points là. Et puis là, il n'y a pas besoin d'être neurobiologiste pour voir que la mutation qu'on avait trouvée qui changeait un R en C au niveau de la protéine faisait qu'il n'y avait plus de synapses. Ça va ? Donc c'était les premiers signes qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais on était, voilà, important, les gens qui travaillent. Donc ça, c'était l'étudiant en thèse, ça, c'était la technicienne. Et vous voyez qu'ils ont fait autre chose que de trouver des gènes impliqués dans l'autisme. Donc voilà. Et donc on était à peu près là, on avait trouvé ces fameux gènes, donc les 2 gènes pour 2 familles, donc vraiment on n'avait pas trouvé tous les gènes impliqués dans l'autisme. Mais par contre, c'était un peu comme un fil d'Ariane, c'est-à-dire que si ça c'était impliqué dans l'autisme, pourquoi pas celle-là et celle-là. Et donc là je vais vous passer 20 ans de ma vie en quelques minutes. Là, vous avez maintenant, vous connaissez bien les neuroligines, et puis ça, c'est les protéines. Il y avait une autre protéine donc, qui s'appelle SHANK, et en particulier, il y a trois gènes qui se ressemblent. Il y en a SHANK1, SHANK2 et SHANK3. Et donc, on avait trouvé chez un petit garçon qui, lui, était vraiment très autiste avec une déficience intellectuelle, il n'était pas du tout verbal. Et les parents n'avaient pas de perte du chromosome. Et puis là, on avait un morceau de chromosome qui était perdu. Et puis là, on avait ces 2 garçons qui avaient une mutation. Là, vous vous rappelez, c'était un T supplémentaire. Là, c'est un G supplémentaire. Pareil, ça casse la protéine. Et ces 2 enfants ne parlaient pas, étaient très sévères. Et donc, ce travail a été publié quelques années après, donc en 2007, et était important parce que... Pardon. Quand j'ai commencé à travailler, en particulier en France, sur la génétique de l'autisme, on m'a dit tu vas rien trouver, il n'y a pas de gène impliqué dans l'autisme. Après, plus ou moins les mêmes personnes me disaient tu vas rien trouver parce qu'il y a trop de gènes impliqués dans l'autisme. Mais en gros, le message c'était que tu vas rien trouver. Et donc on a continué. Et là, cette famille montrait que, et j'ai été le premier surpris, un seul gène, et même une seule copie du gène, donc vous avez une copie du gène de votre papa, une copie du gène de votre maman, une seule copie du gène faisait que vous pouvez être autiste avec des troubles, là, vraiment avec une déficience intellectuelle sans langage. Et donc ça, qu'une seule mutation puisse donner quelque chose d'aussi... avec un impact assez profond, c'était étonnant. Et cette famille nous a montré que ce dosage était très très fin. Là, c'est une petite fille qui a perdu ce gène, SHANK3, et elle a un frère, et elle ne parle pas du tout, elle a une déficience intellectuelle, et son frère, lui, a une copie supplémentaire du gène SHANK3. Et lui, par contre, a acquis le langage de façon précoce, mais par contre, il a des petits problèmes d'interaction sociale, de stéréotypie, il est autiste, syndrome d'Asperger. Donc vous voyez qu'on avait à la synapse, quand on a un petit peu moins de SHANK3, ça va donner pas de langage, et puis un peu plus, ça va peut-être donner des formes d'autisme. Les gens qui bossent, Christelle Durand, donc c'est des étudiants en thèse qui font ça, c'est important de le savoir, parce que... Est-ce que je peux avoir un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Cool. Ah ouais, super. Okay. Donc c'est des étudiants en thèse qui font tout ce travail, donc, et qui sont... il faudrait qu'on les reconnaisse un peu plus, quoi. Alors, donc ça c'était les neuroligines, et puis maintenant vous connaissez bien les neuroligines, il y a les neurexines qui sont d'autres protéines, et avec le Autism Genome Project, on avait trouvé une perte de ces gènes chez d'autres autistes. Et donc, j'en reviens là, à cette image que vous trouviez peut-être un peu compliquée, mais maintenant qui est super simple. Vous avez les neuroligines,
vous avez Shank et vous avez Norexine. Donc c'était la première fois qu'on trouvait un petit chemin qui faisait que si vous étiez muté ici ou là, vous avez des formes d'autisme un peu différentes, mais vous avez un autisme. Donc, pour faire plus simple, c'est comme si vous étiez à la Villa M et que vous vouliez aller à Genève. Là, c'était une conférence à Genève, j'ai pas changé, parce qu'entre Pasteur et la Villa M, c'était un peu trop court. Mais vous pouvez être bloqué à la sortie du périph', vous pouvez être bloqué au milieu du parcours ou à l'entrée de Genève, et en tout cas, vous n'arrivez pas à Genève. Donc en gros, c'est un chemin biologique qui fait que si vous avez une mutation dans ces protéines, vous allez avoir des troubles de l'interaction sociale et des stéréotypies et plus ou moins des troubles du langage. Ok, donc ce fil d'Ariane, 20 ans plus tard, voilà, ça c'est les premiers gènes. Donc ça c'est chromosome 1, 2, 3. Donc maintenant il y a plus de 200 gènes qui ont été impliqués dans l'autisme. Donc il n'y a plus qu'en France qu'on pense qu'il n'y a pas de gènes impliqués dans l'autisme. Donc ça devient un peu fatigant. Et parce que partout dans le monde, il y a des gens qui ont repris après les travaux. Donc ça c'est vraiment très très solide partout dans le monde. Donc ça, c'est les gens qui travaillent au laboratoire et qui maintenant, on a de plus en plus d'expertise sur d'autres formes d'autisme et d'autres formes d'architecture génétique. Donc ça, c'est la diapo peut-être laquelle il faut se rappeler. Parce que quand j'ai dit des formes d'autisme différentes, c'est au niveau clinique, mais aussi au niveau génétique. Et dans certains cas, les parents n'ont pas la mutation, et l'enfant va avoir une mutation. Donc ça, typiquement, dans le cas de Shank 3, je vous avais vu, les parents n'avaient pas la mutation et l'enfant a la mutation. Et ça donne, vous allez voir, des autismes plutôt avec déficience intellectuelle. Et puis, on a, de l'autre côté de l'architecture, on a des parents qui vont avoir des variants. Donc, on peut avoir des variants dans la population. Hein, je vous ai dit, on a 3 millions de variants entre vous et moi. Donc on pense qu'il y a une dizaine de milliers de variants qui vont faire que vous êtes plus ou moins avec des traits autistiques qui vont peut-être passer sous le radar du diagnostic. Et puis ça va s'accumuler chez la personne, chez l'enfant, et lui va passer au-dessus d'un seuil et va être autiste. Et donc on a un travail qui vient juste de sortir l'année dernière qui montre que ces formes-là sont plutôt des formes avec déficience intellectuelle, et ces formes-là sont plutôt des formes sans déficience intellectuelle. Donc pour ces formes-là, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il ne faut pas regarder, on peut regarder oui, autisme, oui ou non, ce qui est déjà à mon avis un peu daté, il faut quand même être beaucoup plus précis que ça. Et donc on s'est posé, est-ce qu'il y a une certaine héritabilité de l'empathie? Donc pour faire ça, on a travaillé avec Simon Baron-Cohen, et il avait fait un test qui s'appelle lire l'esprit dans les yeux. Donc en ce moment avec les masques, heureusement il n'y a presque plus de masques, mais dans la période des masques, c'était important de savoir dans les yeux de comprendre les émotions des autres dans les yeux. Donc par exemple, on vous donne des yeux, on vous dit est-ce que cette personne est plutôt envie de jouer, est-ce qu'elle vous conforte, est-ce qu'elle est irritée ou est-ce qu'elle s'ennuie. Et donc vous choisissez l'émotion que vous voulez, puis vous cliquez, vous avez 36 paires d'yeux et vous répondez à chaque fois. Et puis si vous avez un score de 36, vous êtes super balèze à lire l'esprit dans les yeux. Si vous êtes là, vous êtes dans la moyenne. Et si vous êtes là, je dis toujours, vous êtes comme mon beau-frère, qui n'était pas étonné d'avoir ce score-là, qui vote Trump. Je ne sais pas si c'est une corrélation. Mais j'aime bien. En tout cas, il n'était pas étonné d'avoir ça. Et il prend beaucoup d'informations dans la bouche. Et en fait, il y a des gens... Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont... très doués à comprendre tout de suite les émotions de l'autre, et puis d'autres qui sont en très grande difficulté. Et donc ça, on appelle ça plutôt l'empathie cognitive, c'est-à-dire est-ce que tu es capable de reconnaître les émotions des autres. Et l'empathie affective, c'est est-ce que tu vas répondre, est-ce que quand tu sais que l'autre est triste, est-ce que tu vas être un peu en empathie avec l'autre. Et donc on a fait ce test, on l'a fait passer à des jumeaux, et donc 700 jumeaux, et on a vu qu'il y avait une certaine héritabilité, c'est-à-dire qu'on avait à peu près sur les scores, entre 10 points de score, on a 3 points de score qui sont dus aux différences entre le génome, mais on a 7 points qui sont dus à l'environnement, donc tout n'est pas génétique.
Et puis, on a mis ce test sur le site web de 23andMe, qui est une compagnie aux États-Unis qui fait des génomes. Et on a eu la réponse de 88 000 personnes qui ont fait. Donc, on a fait avec 23andMe, on a fait le premier tour du génome, d'essayer de trouver quelles sont ces variations qui sont importantes dans lire l'esprit dans les yeux. Donc, on a fait d'autres tests. Et en gros, c'est des articles quand même assez complexes au niveau stats, mais il y a un message très important, c'est que au lieu de dire tiens, il y a des gènes impliqués dans l'autisme ou il y a des gènes t'es autiste, t'es pas autiste. L'idée, c'est d'être beaucoup plus précis que ça, parce que même ça, je trouve ça assez dangereux, même autiste, pas autiste. Donc là, on peut regarder, par exemple, est-ce que la personne va être en difficulté, par exemple, pour les émotions. Est-ce que son génome va faire qu'il est en difficulté? Et en fait, effectivement, on a vu que quand on prend on a fait des tours du génome sur à peu près 15 000 personnes autistes, et on voit qu'effectivement, ils ont moins de scores d'empathie, enfin de variations génétiques qui vous donnent des scores d'empathie. Donc ça, on peut essayer de mieux comprendre quelle est l'architecture génétique des personnes. Donc, est-ce qu'il y a des gènes spécifiques à l'autisme? Est-ce qu'ils sont très différents des gènes de la déficience intellectuelle, de l'épilepsie? En fait, vous voyez qu'on a vraiment du mal à voir quelles sont ces spécificités. Et c'est tout un travail du laboratoire et d'autres laboratoires pour mieux comprendre. Donc, on a fait un site web. Donc, si vous avez des gènes préférés, vous pouvez aller à genetrekpasteur.fr, vous tapez GeneTrek et Pasteur, et vous mettez votre gène préféré, donc je ne sais pas si vous en avez un, et donc là, vous pouvez voir si le gène est considéré comme un gène impliqué dans l'autisme ou pas, est-ce qu'il est aussi impliqué dans la déficience intellectuelle. Vous pouvez, si vous voulez, aller voir la structure du gène, vous pouvez voir où est-ce qu'il est exprimé dans le cerveau. Donc là, par exemple, c'est un gène, donc SHANK3 toujours, qui est exprimé très fortement dans le cervelet, par exemple. Donc toutes ces informations nous permettent de mieux comprendre aussi quels sont les circuits du cerveau qui sont impliqués dans l'autisme. Voilà. Donc en gros, actuellement, en 2023, je vous ai dit, on connaît à peu près 200 gènes impliqués dans l'autisme. Maintenant, quand on fait du diagnostic, le test génétique n'est pas un test diagnostique de l'autisme. Ça, c'est super important de comprendre ça. On a à peu près 10 à 30% de personnes qui ont une cause connue déjà d'autisme. Il y a quelques années, c'était zéro, on n'avait rien, quoi. Et on a à peu près, pareil, 10 à 30% de personnes pour lesquelles on pense qu'on sait ce que c'est, qu'il y a un gène important, mais c'est pas assez robuste pour dire si c'est vraiment quelque chose qui va contribuer. Et c'est surtout ces formes, je vous ai dit, avec une mutation unique et qui va faire On a très peu pour l'instant de données sur ces formes un peu plus polygéniques. Voilà, donc c'était plein de trucs génétiques, donc un peu de... il va y avoir un cocktail après, je crois. Donc, et donc c'est la façon que j'illustre les choses, c'est-à-dire que on a vous savez qu'il y a des alcools forts et des alcools faibles, c'est pareil pour la génétique, il y a des variants qui vont avoir des effets forts, des variants qui vont avoir des effets faibles. Ici, c'est un orchestre, et donc je suis sûr quand même que si cette dame arrête de chanter, vous allez entendre la différence, d'accord? Par contre, après, vous avez peut-être des oreilles incroyables, mais si lui s'arrête de danser, si lui s'arrête de jouer, probablement vous n'allez pas entendre la différence, d'accord? Sauf si vous avez des oreilles extraordinaires, que j'aimerais bien avoir. Mais donc par contre, si eux, ils s'arrêtent de jouer, là... vous allez entendre une différence. Le génome, c'est un peu comme ça, quoi. Donc là, c'est Madame SHANK3, je vous la présente. Et puis, on a d'autres gènes, d'autres variations qui vont faire ce petit orchestre qu'on a dans le cerveau. Donc, on va avoir des gènes majeurs, puis des gènes qui sont un peu moins majeurs. Ça va? Et donc, mon héroïne, Lorna Wing, disait, si vous avez vu un enfant avec autisme, vous avez vu un enfant avec autisme. Donc, vous voyez que chaque orchestre va être différent d'une personne à l'autre. Donc ça, c'était identifier les causes, mais donc identifier pour pas comprendre et pas intervenir, ça peut-être c'est intéressant, mais il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Et donc donc ça, c'est la stratégie du laboratoire. On a des personnes, donc c'est très 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 divers, et donc on fait pas mal de génétique. On voit des fois qu'on trouve des mutations, et puis on peut faire des modèles animaux pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Donc c'est un des... Et après, de faire des essais vous allez voir. Donc un des modèles sur lesquels on travaille, c'est ces fameuses protéines SHANK3 là, dont je vous ai parlé. Et donc que Christelle avait identifié. Et donc après, c'est d'autres étudiants en thèse, d'autres jeunes qui bossent avec les cliniciens. Et donc ça, c'est le QI, le quotient intellectuel des personnes qui participent à notre étude. Et puis, c'est ce qu'on appelle le Autism Diagnostic Interview. C'est un questionnaire. Plus tu scores, plus tu as des problèmes d'interaction sociale, de communication verbale, non verbale et d'intérêt restreint répétitif. Et donc, il y a 3 gènes SHANK. Il y a SHANK1, SHANK2, SHANK3. Et on voit que les personnes qui sont mutées dans SHANK1, elles ont un QI tout à fait dans la norme. Les personnes qui sont mutées dans SHANK2, ils sont un peu intermédiaires. Et malheureusement, vous voyez que les personnes qui sont mutées dans SHANK3, elles sont très déficitaires. Donc, mon laboratoire, on travaille beaucoup sur des très grands groupes de patients, mais on veut vraiment revenir à l'individu. Et donc, les cliniciens sont venus à toutes les personnes porteuses de ces mutations. Et en fait, on peut voir des choses elles se ressemblent sur certains aspects. Par exemple, ici, elles avaient des petites malformations des doigts. Les patients SHANK3 avaient souvent une hypotonie, on ne savait pas si c'était dû à cette mutation ou pas. Et donc, là, une des premières choses c'est important, c'est pourquoi trouver des mutations. Donc, c'est que la première chose, c'est que déjà, ça déculpabilise quand même beaucoup, parce que les familles ont été vraiment tellement culpabilisées. Et deuxièmement, les familles, quand, par exemple, pour le gène SHANK3, les familles peuvent se rassembler en fondation. Donc là, c'est la fondation Phelan-McDermid, qui donc, le gène que j'ai identifié est responsable en tout cas une grande partie de ce syndrome. Et donc, ils font des fondations, ils font un travail incroyable. Et c'est souvent des mamans, d'ailleurs, qui font ce travail, et elles sont incroyables. Et donc après, on peut faire ces modèles animaux, on peut mieux comprendre ce que fait SHANK3. Et donc là, on travaille sur la souris, nous, au laboratoire. Et donc, on a la souris, on n'a pas la souris SHANK1 au labo, mais on a la souris SHANK2 et la souris SHANK3. Donc ça, c'est la petite souris SHANK2 et ça, c'est Elodie. Et donc, Elodie, elle est incroyable. Elle est... je vais vous raconter Elodie après. Mais la première chose on s'est rendu compte, donc c'est une petite souris dans une bassine. Si vous n'avez jamais vu une souris dans une bassine, c'est passionnant. On regarde ça pendant des heures. Et ça, c'est la petite souris qui est mutée dans SHANK2. Donc voilà, donc ça, je dis toujours que si une souris arrive comme ça à l'hôpital, elle va voir directement le spécialiste de l'hyperactivité sans passer par le spécialiste de l'autisme. Ok, donc on a fait beaucoup de tests et un des tests qui nous a vraiment étonné, donc c'était il y a quelques années. Donc là, c'est un mâle. Et on va introduire une femelle en chaleur dans la cage. Et là, c'est un mâle qui n'est pas muté. Et là, c'est un mâle qui est muté dans le gène SHANK2. Donc voilà ce qu'on fait à l'Institut Pasteur. Et c'est tout mignon. Donc voilà. Et là, c'est l'autre. J'espère que vous voyez la différence. Donc, alors, c'est pas qu'il n'est pas intéressé, vous allez voir qu'il y a une... Mais c'est pas comme ça, quoi. Ça, c'est sûr. Vous voyez, il va commencer à contacter l'autre. Et donc, ces souris vocalisent dans les ultrasons. C'est pour ça que vous n'avez jamais entendu des souris vocaliser, peut-être. Vous voyez, il va la suivre. Voilà, mais il reste quand même pas mal à distance. Et donc ça, c'est un micro à ultrasons. Et donc on peut écouter les souris vocaliser. Et donc Elodie, c'était une spécialiste des vocalisations des souris. Et donc je lui ai dit, si tu veux savoir ce que ces souris disent, il faudrait vraiment que tu aies plein de vocalisations. Il faudrait que tu aies un truc genre YouTube, mais pour les souris, il faudrait que tu aies un truc MouseTube.
Donc normalement, quand je dis un truc comme ça, les gens m'écoutent pas. Et elle m'a écouté. Elle a fait MouseTube. Et donc, c'est la première plateforme de vocalisation de souris. Si vous enregistrez des souris, vous pouvez y aller. Et donc, mais par contre, Elodie, donc, elle écoutait les babouins vocalisés au Nigeria il y a quelques années. Et elle, voir des souris... Donc, je lui ai dit, t'es sûr que tu veux aller travailler sur les souris? Elle m'a dit, oui, oui, oui. Et, c'est une éthologue, donc elle disait, mais regarder les souris pendant un quart d'heure à compter combien de fois elle va voir l'autre, c'est pas vraiment mon truc. Et elle a rencontré, donc ça c'est une chance aussi à l'Institut Pasteur, elle a rencontré Fabrice de Chaumont qui travaillait dans une autre équipe. Et Fabrice, il connaissait rien aux souris, mais il connaissait bien les images. Et donc Elodie, un jour, je pense que c'était à peu près ça, elle a dit, je veux voir les souris toute la journée, toutes les nuits, savoir tout ce qu'elles font en live, dans un environnement riche et tout ça. Et Fabrice, il a dû dire, oui, c'est possible. Et donc là, là je vous passe en 8 ans de boulot. Hein. Mais en gros, c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, ça, c'est 8 ans de boulot. Donc là, maintenant, tout ce que font les souris, donc là, il y a de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut plus faire un topo sans intelligence artificielle, qui reconnaît chaque souris. Et ce que fait chaque souris est envoyé dans une base de données. Donc on s'est même mis à la place des souris, on a essayé de comprendre vraiment ce que c'était que d'être une souris qui communiquait, qui interagissait avec les autres. Et donc ce système est utilisé par beaucoup de laboratoires maintenant. Donc ça s'appelle le Live Mouse Tracker. On a même fait une feuille Ikea, donc vous pouvez même le monter chez vous si vous voulez, même moi je pourrais le faire. Et donc il y a toute une communauté de chercheurs qui travaillent sur ce système. Et puis le deuxième truc qu'on a fait récemment, c'est que si vous écoutez les souris chanter, donc maintenant on peut reconnaître les vocalisations et les utiliser. Donc on a un peu cette pierre de Rosette, c'est-à-dire qu'on a maintenant le comportement, on a les vocalisations et on va pouvoir commencer à essayer de mieux comprendre. Parce qu'elles vocalisent, mais on ne sait toujours pas si c'est vraiment de la communication. Et par contre, ce qu'on a vu, c'est que les souris qui sont mutées dans Shank 2 et dans Shank 3, elles ont beaucoup moins de vocalisation et différentes. Donc on essaye de comprendre un peu comment on peut essayer de restaurer ces vocalisations chez des souris qui n'en ont plus. Alors c'est assez étonnant, donc ça on a plein de résultats, mais je n'ai pas trop le temps, mais le premier résultat qui a été vraiment étonnant, c'est qu'on peut les regarder pendant 3 jours, on n'a pas besoin d'être là 3 jours, 3 nuits. Et donc ça, on a mis deux mâles ensemble, et à chaque fois que vous avez un petit point, c'est les vocalisations, et 2 femelles ensemble. Et donc là, on a vu que les mâles, ils vocalisaient quasiment jamais, et les filles vocalisaient quasiment tout le temps. Donc ça on a été étonnés, et on l'a fait à 5 semaines, rien, 3 mois, rien, 7 mois, rien. Donc on travaille plus du tout sur les mecs. Donc, parce que, en tout cas, 2 garçons tout seuls, ils parlent pas. Et en plus, c'est assez étonnant, c'est que quand ils chantaient tout seuls, quoi. Alors que les filles chantaient en groupe, enfin, quand elles étaient en contact, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des publications de quasiment l'année dernière. Donc c'était. Hein, donc là, on est en train de sous-titrer les films. Et Shank 3 a des problèmes de vocalisation, mais elle a surtout des stéréotypies, elle n'arrête pas de se toiletter partout. Et donc on a élucidé récemment qu'il y avait un gros problème au niveau du striatum dans le cerveau. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais tout ça, ça veut dire qu'on peut maintenant commencer à mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau et d'intervenir. Donc intervenir, pour moi, c'est super important de faire une pause là. C'est que d'intervenir sans identifier les bonnes causes et sans comprendre ce que c'est que l'autisme avec les personnes autistes, c'est vraiment important de comprendre l'ensemble de l'autisme et pas d'intervenir comme ça. Donc pour les personnes qui sont mutées en Shank 3, c'est les personnes qui sont non-verbales avec déficience intellectuelle et 60% de chance, malheureusement de risque d'avoir des crises d'épilepsie et avec une régression à l'adolescence. Et donc on a regardé s'il y avait des molécules. Donc on a fait, ça c'est 50 boulots cette diapositive, mais juste en 30 secondes. On a pris des petits morceaux de peau des personnes, on a dérivé ça en cellules souches et en neurones, et on a vu qu'effectivement, il y avait moins de synapses
chez ces enfants. Et avec Alexandra Benchoua, on a criblé 205 molécules qui étaient des molécules, qui étaient des médicaments qui étaient déjà sur le marché. Et on a trouvé que le lithium améliorait, augmentait Normalement, vous avez perdu un gène SHANK3, et là, donc normalement, ça serait de booster cette copie qui reste. Et donc avec Richard et Anna et Anne-Claude Tabet, je ne sais pas bien en photo, mais ils ont lancé cet essai LISFEM. Et donc là, on en est, je crois, à 14 enfants qui ont été inclus. Il y aura 22 enfants, 11 dans le bras placebo et 11 dans le bras lithium. Tout ce travail de recherche, je vous ai montré le travail de recherche surtout de mon laboratoire, et là où il a été important en termes de contribution, mais c'est vraiment un travail qui est de plus en plus collaboratif. Et en fait, on travaille avec des psychologues, des psychiatres, des personnes de psychologues, psychiatres, imageurs, généticiens. Et je vous ai dit, on avait un peu oublié les personnes autistes, et maintenant, avec R2D2 et avec d'autres projets, on a tout ça. Et en fait, les données, toutes les données sont stockées à l'Institut Pasteur, dans le super département d'informatique de Pasteur. Voilà, donc ça, c'est toute la partie, voilà, comment on travaille, on essaye de mieux comprendre. Ça, c'est le financement. Donc en France, heureusement qu'il y a des fondations, heureusement qu'il y a Pasteur, qui si j'étais pas à Pasteur, c'était même pas la peine. Je le dis publiquement, c'est enregistré. Donc moi, je reçois de la fac moins de 5 000 € par an. Voilà. Donc, faut quand même que, je sais pas, voilà. Je vais arrêter là. Et donc, dernière diapo, j'aime beaucoup donc c'est Kaby Brooks, c'est une personne autiste en Angleterre. Et j'aime bien la façon dont elle voit les choses. Elle dit, c'est marrant, les médecins, les chercheurs, ils voient ma vie comme ça, alors que moi, je la vois comme ça, ma vie. Et je trouve que c'est une belle façon de voir que, voilà, on a tendance à dire le gène de l'autisme, le truc de machin, et en fait, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, je dis toujours aussi que c'est bien les gènes, les synapses et tout ça, mais c'est bien aussi de lire ce que les autres ont dit. Il y a Temple Grandin en Angleterre, enfin aux États-Unis, pardon. Il y a Joseph en France. Il y a d'autres. Il y a des parents qui ont écrit des choses extraordinaires. Donc moi j'ai fait un bouquin aussi. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. Donc j'ai eu 10 ans de retard pour le délivrer. Mes enfants se moquent de moi. Mais voilà, maintenant il est là. Et puis là, c'est un papa qui a découvert l'autisme chez sa fille, qui a fait un super petit truc, un petit film sur YouTube et un film une bande dessinée. Et sur le t-shirt de sa fille, il y a marqué « Je suis unique comme tout le monde ». Et voilà, donc c'est mon message pour ce soir. Et tous les gens qui ont bossé au laboratoire. Et si vous êtes postdoc, vous pouvez venir au laboratoire, on cherche des gens pour travailler en génétique ou en neuroimagerie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Bonjour et merci. Alors moi j'avais une question sur la déficience intellectuelle et comment elle s'exprime dans SHANK3. Vous avez dit que le génome fonctionnait plutôt d'une manière assez clivante. C'était soit comme ça, soit comme ça. Et souvent dans SHANK3, on retrouvait des profils d'autisme dits sévères ayant une déficience intellectuelle. Premièrement, la question de la déficience intellectuelle, elle est quand même assez touchy puisqu'aujourd'hui on utilise souvent les échelles de Wechsler pour évaluer l'intelligence dans l'autisme, alors qu'on sait parfaitement que ce sont plutôt, que les autistes dits sévères réussissent beaucoup mieux les tâches d'intelligence avec les matrices de Raven, qui est une mesure d'intelligence et de raisonnement, mieux que les échelles de Wechsler. Donc primo, c'est ouais. Non, c'est mesurer l'intelligence chez les personnes autistes, c'est tout un domaine d'études. Là, malheureusement, c'est le QI performance, c'est-à-dire c'est là où ils sont normalement les meilleurs. Ouais. Donc on a pris. Sinon, le QI verbal, ça aurait été plus. Ok. Ouais.
Et puis on sait que dans l'autisme dit sévère, il existe ce qu'on appelle le syndrome du savant, le savant syndrome autistique, où il existe des îlots de super compétences dans des domaines très définis qui coexistent. Alors c'est pas du tout le syndrome d'Asperger, hein, mais des super compétences comme le calcul calendaire par exemple, qui coexistent avec des capacités très modérées, voire faibles dans plein d'autres domaines comme le langage, l'autonomie, etc. Et du coup, ça rejoint un peu la question de Chang 3. Est-ce que forcément il fonctionne quand un individu présente Chang 3 dans ses gènes, de facto, on pense qu'effectivement, il est déficient intellectuel et donc il n'y a plus rien à aller chercher. Et dans ce cas-là, voilà, c'est Chang 3 égale une aptitude ou... je ne sais pas comment on pourrait déterminer la chose. Ou est-ce qu'il n'existerait pas, comme... Moi, j'ai bien aimé l'image de Paris-Genève. Genève symboliserait quoi, finalement ? Ce serait la réussite à une tâche, par exemple ? Oui, ou le langage, l'acquisition du langage. Mais on peut trouver peut-être un petit chemin qui est... C'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Parce que si on part du postulat de départ de Paris, c'est le zéro compétence, et puis Chang 3, ce serait la réussite d'une tâche, par exemple. Et puis, on est obligé de passer par ce chemin-là pour arriver à Genève. Est-ce qu'il n'existerait pas d'autres chemins peut-être plus rapides qui arriveraient aussi à Genève sans forcément passer par la terre, je sais pas, en volant ou j'en sais rien moi. Mais non, tout à fait. Voilà, tout à fait. du coup, c'est pour ça que c'est hyper important. Moi, quand j'ai commencé ma recherche, je l'écris dans le bouquin parce que un jour, je dirais pas qui c'est, mais j'ai demandé parce qu'on m'avait dit cette personne est autiste et cette personne est témoin. Ok, d'accord, bon, ok. Et donc j'avais commencé à trouver des gènes, puis j'ai dit j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Ah non, mais on n'a pas d'autres informations. Et puis pourquoi tu veux savoir d'autres informations ? Donc on n'avait rien collecté. On avait juste il était autiste ou pas autiste. Ce qui est donc là on a fait quand même là maintenant on a accès les grandes études aux États-Unis, ils nous donnent les datas. Là il y a pas 10 minutes, maintenant un peu plus. On regardait des données sur 30 000 personnes aux États-Unis et on a toutes les échelles quantitatives d'interaction sociale. Pour l'intelligence, il y a encore du boulot, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, c'est là où R2D2, donc R2D2, c'est pour risque, résilience et diversité développementale dans l'autisme, dans la santé mentale. Et en gros, on est en train de faire des groupes des co-creation groups, on appelle ça des groupes de co-création avec des adultes. Donc là, il n'y a pas que autistes, il y a aussi hyperactifs. Enfin, c'est des gens qui sont un peu neurodiverses et qui ont des difficultés à vivre dans notre société. Et des adolescents. Et ils vont nous dire un peu quels sont les facteurs de résilience qui ont permis à ce qu'ils soient là et qu'ils ne soient pas en trop grande difficulté. Et donc, il faut bosser avec les personnes parce que, en fait, de nouveau, les échelles, elles ont été faites pour les neurotypiques. L'école est faite pour les neurotypiques. Tout est fait pour les neurotypiques. Donc, on a quand même des difficultés d'évaluer la qualité de vie aussi des gens. Il y a des gens qui n'ont pas envie de parler aux autres, et moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. Mais sur cette question de déficience intellectuelle, c'est pas récent. Enfin, je veux dire, Léo Kanner en parlait en 1943, où il disait que ce sont nos instruments de mesure qui ne sont pas sensibles à différents types d'intelligence, et qui est pour cette raison qu'on parle aujourd'hui de déficience intellectuelle. On n'a pas les bons instruments de mesure, mais on voit que chez tous chez beaucoup de personnes qui ont des îlots de compétences qui sont préservés, voire même extraordinaires, on voit qu'il y avait de l'hyperlexie dans l'enfance. On a des signes d'alerte comme ça qu'on repère. Tout à fait. Non, bien sûr. Donc pour ceux qui ne sont pas aficionados des tests de QI, en fait... il y a plein de façons d'en regarder le quotient intellectuel, mais il y a ces deux grands. Il y a le QI de performance qui est non verbal, donc et on va faire des puzzles, on va faire et puis il y a plutôt de l'intelligence QI verbale et en fait c'est ce delta. La plupart du temps c'est assez corrélé les deux, mais là chez les autistes c'est complètement décorrélé, et en plus je pense que même dans les tests de compétences, on n'est peut-être pas très très bon. Et dans les tests, donc il y a plein de choses et en plus, on les faisait pas ces tests avant. Donc on disait aux parents, votre enfant a une déficience intellectuelle, et on voyait pas qu'il avait un QI de 140 en performance.
Donc c'était, alors que voilà, bon, il y a vraiment là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je trouve que ça concerne pas forcément que l'autisme en particulier, c'est tout aussi la question de la déficience intellectuelle. On voit par exemple dans certains tests qui évaluent l'attention, enfin le test classique recommandé par la Haute Autorité de Santé, la TEACH, le Test of Everyday Attention, il n'a jamais été passer à des personnes avec déficience intellectuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, les personnes avec déficience intellectuelle, on va même pas se dire « Ah bah peut-être qu'elles ont des capacités préservées dans l'attention sélective ou dans l'attention soutenue. » Non, mais c'est même pire que ça. Il n'est même pas fait passer, c'est-à-dire elles sont tout de suite discriminées. Enfin, c'est terrible. Et c'est pour ça que, de nouveau, je suis généticien comme garçon, et je pense que de mieux comprendre la contribution génétique est importante. Mais par contre, c'est vraiment, je le dis haut et fort, un test génétique n'est pas un test diagnostique de l'autisme. C'est-à-dire que moi, j'ai été quand même scandalisé quand je voyais que on faisait même plus passer de tests de QI aux personnes avec trisomie 21 parce que elles avaient un chromosome 21 en plus, donc elles avaient une déficience intellectuelle. C'est-à-dire que on n'allait même plus évaluer parce que le chromosome en plus faisait que tu avais une déficience. Ça rejoint ce que vous avez dit en introduction avec la citation de Claude Bernard. Le danger premier, c'est de rester sur ce qu'on croit savoir et qu'on pense qu'il n'y a plus rien à chercher, quoi. J'arrête là. Bonjour, donc je suis Manuel Géa. Pour information, on est dans le programme GEMA, qui est un énorme programme Horizon 2020. Et j'ai une question. Quand on est généticien, on cherche les gènes. Et j'ai apprécié que ça s'appelle des chancothérapathies. Mais l'autisme, c'est beaucoup plus complexe. Et vous n'avez pas dedans la notion de développement cérébral pendant la grossesse. Et ensuite, le proning, c'est la phase de destruction des synapses qui ne sont pas en forte... Ce qui fait que quand j'écoute, en fait, vous êtes en train de faire une présentation d'une maladie qui s'appelle la chanco, machin chose. Non, j'ai pris un exemple. Ah, d'accord. Il y a plus de 200 gènes, mais si vous voulez, on peut passer la soirée à faire les 200. Mais non, parce qu'il y a la notion de susceptibilité génétique. Et puis ensuite, il y a ce qui se passe pendant le développement cérébral. Et je crois que il faut... c'est ce que nous avons fait, justement. On est parti du développement cérébral. Et quand vous dites les gens qui sont des compétents sur un domaine, en fait, il faut savoir que ça leur fait du bien. Parce qu'ils ont un bruit de fond, comme le proning se passe mal, parce qu'il y a une migration qui s'est mal passée. En fait, ils ne font pas de différence entre le bruit de fond et le signal. Et donc, quand ils font quelque chose de répétitif, ça leur fait du bien. Et donc, ils vont maintenant passer énormément de temps à faire des choses répétitives parce que ça leur fait du bien. Et quand la mère, par exemple, vous avez dit que les enfants reculaient, c'est parce que ça leur fait mal. C'est-à-dire qu'ils ont trop de signaux. Et donc, à partir du moment, et ça explique aussi pourquoi les robots sont plus appréciés que les humains, parce qu'on a trop de mimiques. Et donc, quand on arrive à faire cette modélisation par un effet inflammatoire d'une mauvaise construction de la migration, vous avez des synapses qui n'existent pas, qui sont créées. Et ceux-là ne sont pas détruits. Donc, je pense que c'est très complémentaire, et je suis ravi d'être là, parce que j'ai vu des programmes européens que nous, en tant que programme européen, on ne connaissait pas. Donc, vous voyez, je pense que c'est vraiment intéressant parce que vous avez des travaux, des bases de données. Ce qui est fou, c'est que nous, GEMA, qui est un programme de 14 millions d'euros quand même, avec les Américains et tout, on ne suit pas ce que vous faisiez. Donc là, je vais en parler avec les organisateurs parce qu'il y a des choses à faire. Mais je pense que tout ramener à la génétique, c'est comme Alzheimer, on dit les topathies. Voilà. Ouais. Enfin, d'abord, c'est un peu provocateur, excusez-moi. Oui. Mais surtout, où est-ce que vous... d'abord, j'espère que j'ai pas fait trop de généralité sur l'autisme parce que j'ai mis un S à autisme, un plus et tout ça. Donc, l'idée il y a des mauvaises migrations, déjà mauvaises, ok. Mais je sais pas d'où... moi, j'ai jamais vu de migration différente chez tous les autistes. Donc, ce qui est important, c'est que souvent, dans l'autisme, on a dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est très variable et je pense qu'il faut... Ouais, il y a plein de choses à faire. Eh bien, merci beaucoup, professeur. Merci à tous pour cette conférence passionnante ce soir. Willem vous donne rendez-vous maintenant le 20 juin prochain pour le prochain pitch avec un sujet très différent. On recevra le professeur Grégory Nino sur les médecines
douce validée par la science. Merci encore à tous. Et je vous invite à prolonger les échanges juste à côté.